Chers auditeurs et spectateurs de Fréquence Tel Aviv, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Myriam Rossmann, qui est historienne, spécialiste des relations France-Israël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Myriam Rossmann. Vous Merci. êtes donc historienne et vous avez écrit votre thèse de doctorat sur les rapports de la France et Israël. Je montre votre livre entre 1947 et 1970. Tout à fait. Alors, je voulais vous rencontrer pour parler justement des relations franco-israéliennes à l'occasion de l'anniversaire, le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours. Ce qu'on entend d'habitude, c'est que tout allait bien jusqu'à ces 6 jours de 1967. Et puis là, tout s'est compliqué. Du jour au lendemain, embargo, De Gaulle avec sa petite phrase, et la France, qui était considérée comme un pays ami d'Israël, tout d'un coup est passée dans l'autre camp et a choisi le camp arabe. Alors, est-ce que ce schéma est un peu vrai, pas du tout vrai? Quel est votre point de vue? Mon point de vue au milieu, et je vais expliquer pourquoi. D'abord, il faut voir qu'en 1958, le général de Gaulle retourne au pouvoir. Et se commence la 5e République. Maintenant, première année de général de Gaulle, il n'y a pas vraiment de changement dans la politique de général de Gaulle par rapport à Israël si on compare avec celle de ses prédécesseurs. Mais, et je mets un grand mais, quand même, il y a des choses qu'il freine. Il n'est pas d'accord de tout sur la coopération nucléaire. Là, il met des freins. Il y a des choses qui met des freins. Il y a plus peut-être d'observateurs de Quai d'Orsay dans des discussions entre Israéliens et Français. Mais jusqu'à 1962, la guerre d'Algérie et les accords d'Évian, on est sur le même schéma, plus ou moins, avec des petits changements. Un autre point qui est très important de savoir, qu'en 1960, la seule ambassade arabe qui était à Paris, c'était l'ambassade de Liban. Tous les autres pays arabes étaient en conflit avec la France à cause de problèmes de l'Algérie. Mais à partir de 1962, la guerre d'Algérie se termine, il y a les accords d'Évian. Petit à petit, la France renouvelle ses liens et ses contacts avec les pays arabes. Ça ne se fait pas de jour au lendemain. Ça se fait pendant quelques années. Alors, au premier vue, le général de Gaulle pensait qu'il pourra gérer les deux, cela veut dire garder les contacts avec l'allié israélien et en même temps renouveler les contacts avec les pays arabes. Pendant 3 ans après la guerre d'Algérie, il y a des relations qui se font entre la France et les pays arabes, il y a des délégations, il y a des ambassades qui se font. Maintenant, une autre parenthèse qui est importante d'ouvrir, c'est que de toute façon, le Quai d'Orsay avait toujours une politique pro-arabe, pro-musulman, qu'on peut l'expliquer par rapport de domination, si on peut appeler ça comme ça, de 1000 ans de la France sur des pays musulmans. À un moment donné, il y avait même de ce pays musulman de représentants à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Et le Quai d'Orsay était toujours penché vers ce côté-là. On peut dire qu'il y avait une parenthèse à cause de la guerre de l'Algérie où il n'y avait pas de liens et des contacts avec les pays arabes. Il ne faut pas non plus oublier que le pays arabe, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a le pétrole, et entre autres. En même temps, même si je dis que dans ces premières 3 années après, à partir de 62, il y a tous les renouvellements de relations avec les pays arabes, en 1965, par exemple, on choisit de construire le fameux vedette Cherbourg, sur lequel je parlerai plus tard, que l'amiral Mokalimon sort de la France en 69, à l'Arrache. Il ne faut aussi pas oublier que l'Israël a payé pour ces vedettes, mais on choisit de construire ces vedettes à Cherbourg, au port de Cherbourg, dans un atelier à Cherbourg. Et en 67, mai 67, la première vedette est prête, avec une grande cérémonie des militaires français et israéliens. Cela veut dire que ce n'était pas brusque. Maintenant, oui, il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait tout le temps cette guerre entre le ministère de la Défense et le Quai d'Orsay, parce que le ministère de la Défense était toujours pour donner d'armement à Israël, pour aider avec tout ce qu'il pouvait, et en même temps, le Quai d'Orsay freinait. Et il y avait tout le temps cette guerre entre le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense, depuis toujours, même à l'époque de gouvernement de Guy Mollet, les socialistes qui étaient très proches des socialistes israéliens, il y avait toujours cette divergence entre ces deux ministères. Bien évidemment que maintenant, quand il y a le général de Gaulle qui est présidente et le ministère des Affaires étrangères, Couve de Merville, qui est une autre position que son prédécesseur Christian Pinon, on voit les choses différemment. Ça s'arrive, c'est pas brusquement d'un jour à l'autre,
Mais ce n'est pas non plus une dégradation à partir de la guerre de l'Algérie. Et il faut voir aussi que si on compare en 67, général de Gaulle, quand il y a toutes les tensions dans les frontières entre Israël et les pays arabes, lui, il veut trouver une solution diplomatique avec les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, contrairement en 56 où il y avait une coopération entre la France et Israël. Mais pour les Israéliens, la France restait ce qu'elle était, un pays allié, ami, et dès là, il y a beaucoup d'incompréhension qui sort de ce comportement de général de Gaulle. Oui, alors en Israël, dans le grand public en tout cas, tout le monde pense que le tournant c'est 1967, puisque la France était vraiment un pays ami, et même culturellement. On peut dire, ici, on entendait des chansons françaises à la radio, beaucoup de gens adoraient la France. Oui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens aiment la France, mais c'était un peu, la France était ce que représentent aujourd'hui les États-Unis, quelque part. C'est-à-dire, ils armaient, les armes étaient françaises, la culture était en grande partie française. Oui. Et puis, il y a eu ce tournant, et beaucoup d'Israéliens se sont sentis trahis par De Gaulle. Tout à fait. Parce que même jusqu'à nos jours, ça reste comme une blessure. Même si les historiens ont montré les choses autrement, même si on a expliqué, je suis petite, mais parmi les autres qu'on a expliqué les choses et les faits, chez les Israéliens, quand je dis De Gaulle ou la guerre des 6 jours, tout de suite on aura embargo, voilà. Tout de suite on aura De Gaulle nous a lâchés, couteau dans le dos, trahison, De Gaulle était antisémite. Et je pense que de là, ont commencé des malentendus entre Israël et la France. Maintenant, il faut dire une chose très importante par rapport à De Gaulle, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Depuis ses premières rencontres avec notre Premier ministre Ben Gurion en 60 et 61, De Gaulle a compris, pas parce que Ben Gurion lui a dit, il a compris de paroles de Ben Gurion, de ce qu'il a dit, que l'État d'Israël veut recevoir beaucoup des immigrants. Et pour cela, elle aura besoin de la place, elle devra élargir, donc elle devra faire de guerre ou conquérir plus de territoires. Pendant toutes ces années-là, Ben Gurion, Levi Eshkol, Abba Eban, le soir de la guerre des 6 jours, quand il rencontre De Gaulle, on essayait d'expliquer à De Gaulle qu'il a mal compris qu'Israël n'est pas un État guerrier, on n'a pas l'intention de s'élargir, et si on recevra des milliers ou même plus des immigrants, on aura où le mettre. Le général de Gaulle il est resté dans cette image-là. Position, ouais. Et si on lit les mémoires, j'ai lu ces mémoires, si on lit les mémoires, on a encore cette vision-là, cette compréhension-là. Et il y avait cette incompréhension entre les dirigeants israéliens et le général de Gaulle. C'est pareil, je prends une autre phrase avant qu'on arrive aux phrases très importantes, mais je prends la phrase de visite de Ben Gurion chez de Gaulle. Notre ami, notre allié. C'était une phrase qui était dite par le général de Gaulle pendant un déjeuner privé. C'est Shimon Peres et les autres qui l'a sorti aux journalistes et qui est devenu quelque chose de très grand. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de prendre les discussions et voir le compte-rendu de ces rencontres du côté israélien et du côté français, et leurs compréhensions sont complètement différentes. Et là, c'est très intéressant de voir parce que dès là aussi, arrive beaucoup de malentendus. Parce que même quand Levi Eshkol est venu voir le général de Gaulle, la première chose qu'il lui dit quand il est rentré chez lui, « Ah, bonjour, notre ami, notre allié ». Et là, Levi Eshkol attend cette phrase-là, il respire, tout va bien, etc. Autant que de Gaulle l'avait fait, pas pour les mêmes raisons. Cela veut dire qu'il y a cette malentendu déjà, qui de Gaulle est très... Il pense cela. Et... en ça rentre aussi son orgueil, parce que comme il a dit ne tirez pas le premier, et à la fin de la guerre, il dit à Pompidou, ils m'ont pas écouté, genre orgueil. Et si on parle de ne tirez pas le premier, là je vais vous dire un autre scoop, je sais pas si c'est un scoop, mais les gens ne le savent pas, dans les documents de Quai d'Orsay, dans les archives de Quai d'Orsay, on trouve énormément de documentation qui nous montre en fait que la France a influencé l'Égypte de ne pas tirer la première. Il y a beaucoup de discussions qui se déroulaient entre l'ambassadeur de la France en Égypte et les dirigeants égyptiens. Donc, la France a convaincu l'Égypte de ne pas tirer la première. Israël a commencé la guerre et en fait était sauvé. Contrairement à ce qui s'est passé quelques années après, pendant la guerre de Kippour, en 1973, quand les Américains nous ont dit aux Israéliens ne tirez pas le premier, on n'a pas tiré le premier et le prix était assez lourd à la fin. Alors, la France a aussi un rôle
de dissuader les Égyptiens de tirer le premier, en fait. Oui, mais enfin, bon, là, on parle beaucoup de la guerre des 6 jours en ce moment dans la presse israélienne, hein, et il y a des débats. En tout cas, le général de Gaulle ne semblait pas comprendre la peur, la crainte israélienne. C'est-à-dire les États environnants menaçaient d'extermination. Carrément, c'était officiellement Nasser, etc. Et le général de Gaulle semblait vouloir mettre dos à dos les responsabilités entre les agresseurs et l'agressé. Et en plus, on est très peu de temps après la Shoah. Donc, tout ce contexte fait que la position de Gaulle n'est pas compréhensible du point de vue israélien. Et lorsque, en pleine guerre, il décide, l'embargo, c'est... Avant la guerre. Ouais, avant qu'on a tiré il a menacé. Avant qu'on a tiré même le premier. L'embargo est prononcé le 3 juin, avant que le premier tir est tiré, parce que la guerre a commencé le 5 juin, même avant. Mais je veux dire quelque chose par rapport à cela, qui est très intéressant. Le 1er juin, Levi Eshkol, le premier ministre israélien, envoie une dernière lettre au général de Gaulle. Il le supplie. Dans cette lettre, il lui écrit, écoutez, 6 millions de Juifs étaient exterminés pendant la Shoah. Le reste qui est resté, qui sont en Israël, sont maintenant menacés d'être exterminés. Aidez-nous, je vous supplie, aidez-nous. Général de Gaulle ne lui répond même pas. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, dans la vision du général de Gaulle, en fait, il pensait qu'Israël, c'est un pays fort, que de toute façon, il va réussir à gagner la guerre, et que c'est un État guerrier, comme j'expliquais tout à l'heure, qui veut élargir ses frontières, etc. Et il ne voyait pas ça comme ça. Il n'a pas compris que l'État d'Israël est vraiment sur le point d'être exterminé. Parce que si je ne veux pas penser ce qui en aurait été, ou si on n'aurait été pas ici aujourd'hui, j'en sais rien, si on avait perdu la guerre. Si notre aviation n'aurait pas commencé et terminé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France met l'embargo sur... Elle met l'embargo pas sur Israël, il faut comprendre ça. L'embargo, il est sur le Moyen-Orient. Mais celle qui souffre le plus, c'est Israël, parce que l'Égypte reçoit l'armement de l'URSS à l'époque. Mais pour lui, c'est quelque chose... Il voit en face de lui d'abord l'intérêt de la France. Il est sûr de ce qu'il dit. Et en plus, bien évidemment, peut-être c'est aussi un prétexte ou un moyen de se débarrasser, entre guillemets, de cet allié un peu incompréhensible. Un peu gênant. Oui. Mais alors, vous pensez que c'est du domaine de l'incompréhension plutôt que de l'antisémitisme? Parce que, en tout cas, c'est comme ça qu'en Israël, on explique la petite phrase et la décision d'embargo. Il faut partager ça en deux. D'abord, il faut aussi ne pas oublier que le général de Gaulle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Londres, il était entouré par des Juifs. Une première point. Deuxième point, sa famille a sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, par rapport à ça, par rapport à Londres, j'ai noté une petite phrase que je voulais vous dire. Il aurait dit, le général de Gaulle, « J'attendais la France des cathédrales et c'est la France des synagogues qui arrive ». C'est une phrase à double tranchant. D'un côté, c'est un hommage qui montre que beaucoup de Juifs étaient impliqués dans la résistance. De l'autre, c'est quoi cette France cette France des cathédrales et des synagogues? C'est comme j'arriverai plus tard, parce qu'on parlera de la fameuse conférence de presse et peuple d'élite, dominateur, etc. Oui. C'est double façon aussi. Oui, oui. Et si tu veux, je reviendrai vers là. D'accord. Mais à mon avis, et je donne mon avis par rapport aux archives et tout ce que j'ai lu, et j'ai eu l'honneur et la chance de parler avec le gendre de général de Gaulle, Alain de Boissier, et avec d'autres personnes, Pierre Mesmer, qui était ministère de la Défense, un ami de général de Gaulle et autres. Comme je commençais à dire, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, aux premières années, en 1948, quand l'État d'Israël a commencé, le général de Gaulle était président de conseil. C'est lui qui a autorisé. Grâce à lui, on a eu la technologie, l'armement, les échanges, les militaires israéliens dans les écoles militaires, etc. Il ne faut pas non plus oublier que la guerre des 6 jours, la Israel Aircraft Industry d'Israël était tout créé sur de matériel français. Notre aviation, tous nos avions, tous nos matériels d'armement, des pièces d'échange, etc. Si on a gagné la guerre des 6 jours, c'est un peu ou même plus que ça grâce à la France et le matériel français. Il y a une dissonance là. Et il faut dire, si je pense à cela aussi, il y avait un deuxième embargo qui était prononcé en 69. Et en fait, c'est très intéressant. Pourquoi il a prononcé ce deuxième embargo? C'est Alain de Boissier qui m'a raconté son gendre. Général de Gaulle était assis chez lui
en regardant la télé, et il voit les hélicoptères israéliens de fabrication française qui débarquent à l'aéroport de Beyrouth. Ils font l'attentat là-bas. Il a dit, ça, c'est plus possible, parce que le Liban, c'est un pays qui tenait au cœur à la France. Hélicoptère français sous Israël qui vient faire un attaque, il a dit ça, c'est plus possible. Pas un attentat. Qui font une intervention. Une intervention. Ouais. Voilà quoi, c'est tellement. C'est pour ça que je dis, c'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de gris. Et même quand il prononce l'embargo, je veux dire une autre chose par rapport au général de Gaulle. Le général de Gaulle était très centraliste. Il savait tout. Alors, est-ce qu'il ne savait pas que l'armement et les pièces de rechange continuent à partir après l'embargo, pendant la guerre et après la guerre, et même plus au-delà? On n'aurait pu jamais, l'amiral Mokalimon n'aurait pu jamais faire son fameuse opération Vedette-Cherbourg sans les complicités de l'armée. De l'armée, mais est-ce que c'est remonté jusque... Oui, alors c'est pour ça que je dis, moi dans mes recherches, je n'ai pas arrivé à trancher est-ce que De Gaulle savait ou il ne savait pas. Ça, je n'ai pas arrivé à trancher. Il n'y a pas d'éléments de... Il n'y a pas d'éléments, c'est trop tôt parce qu'il y a les lois des 50 ans, 70 ans, etc. par rapport aux archives. Alors, on saura un jour. On saura un jour. Mais si je pense si moi je regarde tous les éléments, je ne sais pas s'il était au courant de tout, mais il ne pouvait pas ne pas être au courant au moins de quelque chose. Est-ce qu'il a fermé les yeux? Est-ce qu'il a laissé faire? Est-ce que les amitiés... moi, je penche plutôt pour dire que les amitiés étaient tellement fortes entre militaires français et israéliens, pas seulement par intérêt, il y avait des vraies amitiés, que de là, ils ont... Et en plus, il ne faut pas oublier aussi qu'en France, l'opinion publique, les hommes politiques, la rue n'était pas complètement... Elle n'était pas du tout d'accord avec Général de Gaulle. Il faut voir les titres dans les journaux français, Combat, Le Monde, Le Figaro, etc. Avant l'embargo, après l'embargo, pendant la guerre des 6 jours et après, avec la fameuse conférence de presse, ils ne sont pas du tout tendres entre De Gaulle pour dire la moindre chose. Oui, on a l'impression que la France de l'époque était pro-israélienne. Et De Gaulle et son ministre Cuve de Morville étaient de l'autre côté pro-arabe. C'est l'impression que ça donne. C'est pas tout à fait ça, parce que bien évidemment, il y avait les communistes qui soutenaient le général de Gaulle. Il y y avait aussi des gens qui soutenaient le général de Gaulle. C'est pas comme mais bon, les socialistes, à l'époque, pour les socialistes, déjà dans l'Assemblée, Christian Pineau et Guy Mollet ont dit comment le général de Gaulle accepte pas les lois qui étaient les accords qui étaient faits par un gouvernement précédent. Mitterrand attaquait ouvertement il attaquait ouvertement le général de Gaulle. Il a même fait une conférence de presse pour lui répondre à ses actes et ses paroles. Il y avait une grande incompréhension. Mais de l'autre côté, et aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en 67. On commence à voir qu'est-ce qui se passait pendant la Shoah. Les survivants commencent à parler. Il y a beaucoup de sympathie envers l'État hébreu, les Juifs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mobilisation. Il y a une grande manifestation qui est gérée par le général Koenig, un grand héros de la France de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'y a pas seulement des Juifs qui est là, il y a plein de Français de tous les côtés qui manifestent pour montrer leur solidarité envers Israël. Il y a d'autres leaders de la France de libre ou la France de la Deuxième Guerre mondiale qui soutiennent Israël. Mais si on pensait qu'à la fin de la guerre des 6 jours, Israël a gagné et les choses vont se calmer et le général de Gaulle va changer son attitude, au contraire, il est tellement furieux. Il dit à Pompidou, ils ne m'ont pas écouté, son orgueil, là, il est tellement lourd. 6 mois après, il fait sa conférence de presse avec la fameuse phrase « peuple d'élite, dominateur et sûr de lui-même ». Alors comment vous expliquez cette phrase? Selon vous, ce n'est pas antisémite? Écoutez, je sais qu'après, on a vu dans tous les journaux, il y avait cette fameuse caricature avec le dessin de Tim. On va le montrer à l'écran. Exactement. Ouais. Je veux vous dire qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à cette phrase. J'ai demandé au amiral Bloch, qui était un grand ami de l'État d'Israël. Pour lui, la phrase du général de Gaulle n'était pas du tout une insulte. Au contraire, c'était un compliment et un hommage à l'État juif. Il faut voir le contexte où ça entre, parce que dans cette conférence de presse, le général de Gaulle relate toute l'histoire du peuple juif. Et la phrase vient dans la première partie. Il raconte comment on était ici depuis longue date et tout ce qui s'est passé avec le peuple juif. Ben Gurion écrit
au général de Gaulle le lendemain de cette conférence de presse, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une correspondance entre le général de Gaulle et Ben Gurion tout au long de ces années jusqu'à la fin. Oui, on peut, comme vous avez tout à l'heure dit par rapport aux cathédrales et synagogues, c'est pas blanc ou noir. Oui, on peut voir ça comme antisémite, et dans tous les titres de journaux français et en Israël, on a pris ça comme quelque chose d'antisémite, et De Gaulle est antisémite, etc., etc. Mais moi, je veux faire la part de choses, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, De Gaulle était autre chose aussi. Et pour moi, franchement, pour lui, l'intérêt de la France était le premier primordial, la première chose qui l'intéressait. Et à ce moment-là, il était blessé dans son propre amour et orgueil. On ne l'a pas écouté, mais dire qu'il était antisémite, antisioniste, anti-Israël, non, je pense pas. Je sais pas. Il n'était pas. Il y a plusieurs degrés dans l'antisémitisme ou dans le. Tout le monde n'est pas nazi forcément pour être antisémite. Oui. Et alors, par rapport à cette petite phrase, j'ai noté la réponse de Raymond Aron, qui a écrit un livre, De Gaulle, Israël et les Juifs. Oui, tout à fait. Et alors, il était vraiment scandalisé, blessé, on va dire. En fait, il accuse De Gaulle d'avoir réhabilité l'antisémitisme. C'est rien que ça. Et alors il dit définir un peuple par deux adjectifs, expliquer l'impérialisme israélien par la nature éternelle, l'instinct dominateur du peuple juif. Aucun homme d'État occidental n'avait parlé de juifs dans ce style, ne les avait caractérisés comme peuple par deux adjectifs. Les juifs de France, ou pour me dire du monde entier, ont immédiatement saisi la portée historique de quelques mots prononcés le 28 novembre 1967. Donc c'est très fort ce que dit Bien évidemment, mais Raymond, il a dit à l'époque, cela veut dire on est aujourd'hui en 2017. Oui. Il faut regarder les choses avec les reculs et avec beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on savait, il n'y avait pas encore les mémoires du général de Gaulle, il n'y avait pas encore la correspondance entre Ben Gurion et général de Gaulle, il n'y avait pas encore les archives qui étaient ouvertes, il n'y avait pas encore des personnalités. Par exemple, Alain de Boissier, il a écrit un livre, mais quand il parlait avec moi, il était beaucoup plus ouvert par rapport au livre qu'il a écrit. Et il n'est pas le seul, comme beaucoup d'autres personnalités clés qui m'ont parlé, qui ont écrit des livres. À un moment donné, on arrive à un âge et à un stade qu'on peut se permettre de dire des choses qu'on n'a pas écrites. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce recul ? Qu'est-ce que ce recul, il était blessé avant tout. Oui, il était blessé avant tout, à mon avis, dans son orgueil propre. Il était aussi très lucide parce qu'il savait que par rapport à ses intérêts de la France, qui étaient, comme je dis, en première ligne pour lui, c'est les intérêts, c'est le pays arabe, c'est le pétrole, c'est tout cette globalité, contexte-là. Pour se racheter une image après la guerre d'Algérie. Exactement. Ouais. Et aussi, il faut voir aussi que tout de suite, il a dit tout de suite que ces territoires-là qu'Israël a gagnés, en fait, vont être... il n'a pas poser problème. Voilà, ils vont poser problème. Il a dit tout de suite... Et il n'est pas le seul. Prenez Yeshayahu Leibovitch, un des philosophes les plus grands de ce pays. Il a dit en fait que les conséquences de la guerre des 6 jours, c'est le 7e jour en fait. Et le 7e jour, on l'attend, on est encore dans là. Cela veut dire il faut résoudre, on ne pourra pas... on peut pas... C'est très complexe, bien évidemment, parce que je veux dire quelque chose qui est très important. Entre 1949, l'armistice qui était signé entre Israël et les États arabes après la guerre de l'indépendance en 1948 et 67, ceux qui dominaient en fait la vieille ville de Jérusalem, les Judée et Samarie, Gaza c'est l'Égypte, les Judée et Samarie c'était la Jordanie, Gaza c'était l'Égypte. Et pendant tous ces temps-là, tout en coup, entre 1949 et 67, on n'a pas attendu aux Nations Unies. Il n'y a plus le problème de Jérusalem et les statuts de Jérusalem. On n'a plus de débat aux Nations Unies par rapport à Jérusalem ou par rapport aux frontières, etc. C'est qu'au lendemain de la guerre des 6 jours, quand l'État d'Israël réussit en 6 jours de sauver sa vie, en fait, parce qu'on était sur le point d'être exterminé par l'Égypte, la Syrie et Jordanie qui est rentrée aussi, et l'Irak qui était dans les parages, c'est là, tout en coup, quand il y a les débat aux Nations Unies, le statut de Jérusalem, et qu'on va jusqu'à nos jours, parce que regardez les dernières décisions à l'UNESCO par rapport à Jérusalem, par rapport au lien entre l'État d'Israël et le peuple juif et Jérusalem, le mur, etc. Cela veut dire que toutes ces choses-là, ils ne sont pas nés sur un terrain vide. Mais où ils étaient pendant 19 ans ? Je pose cette question.
Oui, c'était pendant ces 19 ans. Parce que jusqu'à nos jours, si on part de 50 ans de la guerre des 6 jours, bien évidemment, aujourd'hui, on a tous, bien sûr, tout le monde parle de ligne verte, ce qu'on appelle la ligne verte c'est pas les frontières des 67, c'est plus la ligne de d'armistice de 67. Jérusalem de 48. De 48, mais après, Jérusalem, etc., le statut de Jérusalem et tout ça. Mais moi, je me pose cette question qui me hante pas. Elle me hante pas, mais c'est une question que je n'ai pas de réponse. Où ils étaient pendant tout ce temps-là? Oui, c'est une bonne question. Alors, si l'attitude du général de Gaulle est ambiguë, enfin son rapport à Israël et aux Juifs, en revanche, le Quai d'Orsay, pour vous, est clairement antisémite, a toujours été Je n'ai pas dit antisémite. Vous n'avez pas dit antisémite? Je n'ai pas dit antisémite. Cuve de Morville, ça... Je dis que... Attendez, on va faire la... On va faire de l'ordre. Parce que je ne vais pas dire on va faire la ordre, parce qu'il ne faut pas, non. Moi, je dis... Et c'est pas moi qui dis, c'est pas la première, je suis pas la dernière, qui dit que le Quai d'Orsay avait toujours une politique pro-arabe, pro-musulman. Et j'ai expliqué pourquoi. Il y avait des périodes où il y avait des ministères des Affaires étrangères comme Christian Pineau, pendant le gouvernement de Guy Mollet, qui était un grand ami de l'État d'Israël, qui œuvrait parfois contre son propre ministère, parce que cette politique-là existait dans le ministère. Quand l'époque du général de Gaulle, vous me faites mentionner, il y avait le ministère des Affaires étrangères, Coupe de Merville, que lui, il n'était pas du côté d'Israël. Antisémite, oui, c'est difficile, comme juif et israélien, utiliser ce mot-là, mais il n'était pas pour nous, disons-le, et plus grave que ça. Voilà. Maintenant, Coupe de Merville, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, a fait tout vaille à la Quai d'Orsay pour freiner le ministère de la Défense et tous les envois en Israël. Et voilà, si on parle de Général de Gaulle, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée que Alain Duboisier me l'a dit, et je le raconte dans mon livre. Fin d'année 60, là j'ouvre une parenthèse, dans les années 50, le général Alain de Boissier, avant qu'il était le genre de général de Gaulle, était à l'école de guerre en France, et avec lui il y avait Uzi Narkis, qui était un homme de l'armée israélienne à l'époque. Et ils ont ces liens d'amitié très forts qui duraient jusqu'à la mort d'Uzi Narkis. Plus tard, Alain de Boissier devient le gendre de général de Gaulle. Uzi Narkis, plus tard, sera attaché militaire d'Israël en France. Lui, avec Baron, seront ceux qui ont évité au général de Gaulle d'être assassiné par l'histoire qu'on connaît. Peut-être je raconterai après. Mais ce que je vais raconter là... C'est important que vous en parliez, ça, parce que ce n'est pas très connu. Ok, dans 2 secondes. Mais ça, c'est très important ce que je vais raconter maintenant. Fin des années, je pense que c'était 58 ou 59, je ne me rappelle pas exactement de la date, le général Alain de Boissier était avec Dodillier, qui était son chef à l'armée. Il devait effectuer une visite en Israël pour assister à un exercice militaire. Et le général, et comme il est gendre de général de Gaulle, alors il est allé chez le général de Gaulle, lui a demandé la permission de partir parce que c'était pas facile, il était avec son jour. Et de Gaulle lui a dit, ok, pars. Couve de Merville a décidé d'annuler cette visite. Comme ça. Alors Alain de Boissier va chez le général de Gaulle et lui dit, mais expliquez-moi, comment cela fait que vous, le président, vous avez accordé le voyage de moi et de Delia en Israël pour assister à cet exercice, et votre ministère des Affaires étrangères l'annule. Tout de suite, le général de Gaulle a pris le téléphone, il a appelé Couve de Merville, Alain de Boissier et Dodillier, son chef, sont partis, et Alain de Boissier m'a raconté que Couve de Merville lui a dit, tu m'avais fait passer un savon par le général de Gaulle. Cela veut dire que le général de Gaulle a insisté qu'il part. Et ça, c'est 58-59. De là, vous tirez tout ce que vous voulez. C'est un témoignage, mais c'est authentifié. Oui, parce qu'il y a la visite. Il y a vous qui se raconte de ça. Ils étaient. En plus, si on parle des amitiés, déjà, on ouvre ça. Il me racontait, Alain de Boissier, qu'il y avait 2 personnes qui étaient très chères à son cœur. C'était Uzi Narkis et Yitzhak Rabin. Et il m'a raconté une histoire sur Yitzhak Rabin. Lui et son chef devaient mettre d'uniforme de l'armée israélienne, qu'on ne sache pas que c'est des Français qui sont dans le désert en train de voir l'exercice. Et il raconte, en milieu de la nuit, à 1h du matin, Rabin arrive avec des boîtes de bière pour les amis français. C'était vraiment... Il y avait des amitiés vraies, c'était pas seulement des intérêts, il y avait des intérêts très, très proches. Yitzhak Rabin était en Algérie avec d'autres militaires israéliens étaient en Indochine pour apprendre. Cela veut dire que ça restait pas seulement sur le sol français et israélien. Bien évidemment qu'il y avait des intérêts, mais il y avait aussi des vraies amitiés. Alors, des choses comme ça, voilà le général de Gaulle contre Couve de Merville. Si je reviens à Couve de Merville,
tout le temps, il a essayé de freiner, il a essayé de mettre le pied et freiner les ministères de la Défense, tout ce parce qu'il ne voulait pas que ça se passe. Et en fait, petit à petit, il arrive à son plan, parce que à la veille, le 2 juin, en fait, 67, il déjeune avec le général de Gaulle, Couve de Merville, et le 3 juin, il y a l'embargo. Il y a des gens comme Amiral Mokalimon et autres qui m'ont dit que pour eux, c'est Couve de Merville qui est derrière l'embargo et que c'est lui qui a convaincu le général de Gaulle de faire l'embargo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Encore là, c'est pas noir ou blanc, il y a des grilles dedans. Je pense que le président de Gaulle, il avait son autorité. S'il était influencé par Couve de Merville, il y avait des très bons liens entre eux, peut-être, parce que Couve de Merville a construit ce chemin pendant tout le temps. Il n'a pas commencé là, comme je parlais avec cette visite d'Alain de Boissier, comme je dis par rapport au freinage de liens trop forts et d'envoi d'armement par le ministère de la Défense. Petit à petit, il a préparé cela. C'était pas d'aujourd'hui à lendemain. Mais même après que l'embargo est prononcé, les militaires français ont continué à aider. Les pièces de recharge ont continué, même en plein guerre. Là, j'ai attendu l'ancien ambassadeur Yudalin qui a raconté avec moi sur un plateau que lui, il était soldat à cette époque-là, et en plein guerre, il a vu un avion Vautour qui arrive. Et l'embargo, il était en plein embargo. Ouais. Et après la guerre des 6 jours, les pièces de réchange ont continué à partir. Continuent à passer, mais ça, c'est encore une fois, c'est effectivement les amitiés bien personnelles, mais aussi au niveau de l'armée, comme vous dites, le ministère de la Défense était plutôt pro-israélien. Tout à fait. Et Pierre Messmer, qui était ministre de la Défense, que j'ai eu la chance de recueillir son témoignage, c'était un grand ami aussi de l'État d'Israël. D'accord. Alors, mais le Quai d'Orsay, pour y revenir, est-ce que, je suis sûr que vous l'avez lu, il y a eu un livre d'un Anglais, David Pryce-Jones, qui s'appelle « Un siècle de trahison, la diplomatie française et les Juifs ». Et sa thèse, c'est que c'est pas simplement une politique pro-arabe, c'est vraiment, pour le coup, antisémite. C'est sa thèse, c'est que le Quai d'Orsay a trahi les Juifs. Alors, je vais dire par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu, il y a des documents par rapport à cela. Ouais. On peut voir que dans les premières années de l'État d'Israël, le Quai d'Orsay ne pensait pas que l'État d'Israël va vivre, qu'elle est viable. Voilà. Ça, c'est clair, et ça, je l'ai vu, et ça, je me m'écris. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait cette politique arabe, les intérêts. Antisémite, j'irai pas jusqu'à là, parce que je veux dire aussi que dans cette époque-là, il y avait un ambassadeur qui s'appelait Gilbert, dont je parle beaucoup dans mon livre, qui était un grand ami de l'État d'Israël, qui parfois réagissait contre son ministère. Et à un moment donné, comme le département Afrique-Levant et autres, il y avait beaucoup des clashs entre lui et eux, il a déposé sa démission au ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault. Georges Bidault a refusé. Et c'était un très très bon ambassadeur, c'était un ami d'Israël. Comme lui, il y avait des autres ambassadeurs amis de l'État d'Israël, il y avait d'autres diplomates qui étaient quand même au Quai d'Orsay, qui étaient quand même pro-Israël, comme je mentionnais tout à l'heure, le ministère des Affaires étrangères, Christian Pinon. Mais en gros, oui, ils étaient pro-arabes, pro-musulmans. Antisémites, j'irais pas dire que le département Afrique-Levant ou que le Quai d'Orsay était antisémite. C'est la thèse de ce livre. Hein, oui, par rapport je réponds par rapport à mes pensées, par rapport à tout ce que moi j'ai recherché et lu. Je n'irai pas jusqu'à dire antisémite, j'irai jusqu'à dire qu'il ne croyait pas qu'il y a la viabilité à l'État d'Israël. Bon. Il était pro-arabe, pro-musulman, oui. Il y avait, oui, dans le Quai d'Orsay, bien évidemment, dans le département Afrique-Levant et autres, il y avait des personnes avec des tendances antisémites, oui. Mais de dire que tout le département était antisémite... Tendance générale, non? Tendance... Bon. Antisémite... Vous nuancez, oui, je nuance, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment la France peut voter certaines résolutions à l'UNESCO. Voilà, c'est quelque part la France se trahit aussi puisqu'elle a un héritage judéo-chrétien, hein, et de dire que le Jérusalem est exclusivement musulmane. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'on comprendra un jour aussi qui a pris cette décision. C'est très intéressant parce que moi, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que quand ils disent
que le judaïsme n'a pas de lien avec les Jérusalem, etc. Ouais. En fait, c'est les chrétiens aussi qui n'ont pas de Mais tout lien. à fait. Cela veut dire que la France n'a plus de lien. C'est ce que je dis, c'est oui, exactement. trahir ses propres racines. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est absurdissante. Mais même il y avait le premier vote l'année dernière. Et là, il y avait il y avait Manuel Valls qui s'excusait et Hollande, etc. Après, il y avait le deuxième vote. Encore une fois, et maintenant il y avait une abstention qui aussi, mais abstention quand les autres pays européens, sauf la Suède, qui ont voté pour, votent contre, je me pose la question. Mais écoutez, il y a un nouveau président en France, Macron, il y a un nouveau assemblée, mais je me pose des questions parce que si je regarde, je fais juste comme ça parce qu'on vient d'élire une assemblée nationale, sous le président Macron, on a vu déjà le vote à la commission de santé aux Nations Unies, qui n'était pas favorable pour Israël. On a vu ces mots de dernier jour quand il a reçu le roi de Jordanie en condamnant, en disant que construction, il appelle colonie, moi je dis implantation, sont un obstacle pour la paix et pour la solution de deux États. Et en même temps, il condoléance l'assassinat de jeunes Israéliens, mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas de lien terror et terror, point barre, à Manchester, à Londres ou à Paris ou à Jérusalem. Il n'y a pas de la différence entre terror. Pour moi, terrorisme et terrorisme et terrorisme. Ouais. Et quand je vois ça, et en même temps, je veux dire, pour le président Macron, quand même, il était contre le boycott, contre le BDS, contre l'antisémitisme. Il est très ferme par rapport à ces sujets-là. Il faut voir où la France va aller. Mais c'est clair aussi que pour des Israéliens, je ne parle pas de dirigeants, parce qu'il faut aussi ne pas oublier, à l'époque dont j'ai fait ma thèse, mais même aujourd'hui et tout le temps, il y a des coopérations entre la France et Israël très fortes, dans la culture, dans la défense, sécurité maintenant, avec tout ce qui se passe, cyber, comment éviter le terrorisme et tout ça, cinéma, littérature, universitaire, recherche, technologie, innovation, il y a plein de coopérations. Bien évidemment, ces deux pays qui sont amis, qu'ils ont des choses sur lesquelles elles sont d'accord, ou sur l'autre qu'ils ont des divergences et qui sont pas d'accord. Et c'est ok, c'est comme ça par une relation mouvementée. Exactement, mais quand même, c'est deux pays qui sont amis et il faut voir la part de choses. Voilà. C'est clair aussi que pour les Israéliens, la France parfois, c'est, je dirais, amour-haine entre guillemets, parce que on va tous visiter la France, Paris, on a cette rêve, etc. Comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui parle français, la culture, les cinémas, la musique, etc. Mais de l'autre côté, la France est antisémite, la communauté juive, l'ALIA, etc. Autant qu'elle est stoppée. Il y avait, entre 2014 et 2016, il y avait peut-être plus d'ALIA. Elle est descendue, on est parti de ce sujet-là. Mais si tu veux, il faut aussi prendre cette période-là. C'était des relations très spéciales. On n'a jamais vu avant, on n'a jamais vu après de telles relations. Vous avez mentionné les relations entre Israël et les États-Unis. C'est pas à ce niveau-là. Peut-être maintenant avec Trump, on arrivera peut-être, et encore, je dis un grand peut-être, mais c'était pas des relations normales. Alors, et même dans la classe, chez les personnalités clés français et israéliens que j'ai recueilli les témoignages, eux-mêmes te diront il y a ceux qui disent que c'était des vraies amitiés, il y aura ceux qui te disent que c'était des intérêts, il y aura ceux que diront que c'était pas brutal en 67, c'était des dégradations à partir de 62, l'indépendance de l'Algérie. Il y a d'autres qui pensent que 67 était la cassure, et pour moi la cassure, et si on ferme, parce que on n'en a pas parlé, c'est le vedette de Cherbourg, selon vous, le tournant. Selon moi, voilà. Alors, pour moi, la vraie cassure, c'est décembre 69, les vedettes de Cherbourg, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant l'embargo, pendant l'embargo, et après la guerre des 6 jours, et après le deuxième embargo, l'armement continue à partir. C'est pas l'armement, c'est plus les pièces d'échange le matériel, sauf les avions qui étaient bloqués. C'est les Mirages qui étaient achetés et bloqués. Maintenant, ces vedettes de Cherbourg que je dis qui étaient construits à Cherbourg, à l'atelier de Cherbourg, il y avait quelques-unes qui sont sorties à temps, et il y avait 5 qui ont resté. Alors, l'État d'Israël les a payés. On a payé et on n'arrivait pas à les avoir. Et l'amiral Mokalimon a fait
général de Boissy appelle ça un beau coup, Ouais. mais un coup. Ouais. On a fait une histoire qu'une société norvégienne les a achetés, etc. Et la nuit de 25 décembre, la nuit de Noël, quand tout le monde est un peu arrosé, Un peu sous, hein. un peu sous, on a amené, par hasard, je sais, parce que mon oncle était un de marine, Ah bon. de soldats qui étaient envoyés à Cherbourg parce qu'il était blond aux yeux clairs, c'est notre famille. Ils étaient tous une bande ils ont choisi les gens de la marine israélienne blonde aux yeux Norvégien. clairs. Et ils étaient un de ceux qui étaient à Cherbourg pendant quelques semaines, qui amenaient les vedettes. Alors, je connais ça par lui. Et le 25 décembre 1969, quand ils sont un peu arrosés, les vedettes partent et tout en coup, en plein mer, on se rend compte qu'elles vont vers Israël, pas vers la Norvège. Et j'ai des histoires d'Amiral Bloch qui m'ont dit en fait que Pompidou, il voulait le faire couler pendant leur trajet parce qu'ils étaient furieux de chez furieux. Finalement, ils n'ont pas fait. Elles arrivent le 1er janvier au port de Haïfa, et en fait de là commence la période à partir de 1970, la période d'un vrai froid entre Israël et la France. C'est très intéressant parce qu'en 70, il y a Asher Benatan qui revient à Paris comme ambassadeur. Alors Asher Benatan, dans les fins des années 50, au milieu des années 50, il était directeur de la mission d'achat de ministère de la Défense israélien. Et quand je lui demandais, il m'a dit ça avait rien à voir. S'il était là dans les années 50, le lien était très fort, etc. Quand il arrive en 1970, c'est complètement une autre relation, un accueil glacial, une grande période de froid. L'embargo, on l'enlève en 1974 et c'est un peu trop tard parce qu'on est déjà avec les États-Unis. Mais c'est très intéressant aussi parce qu'il y a de ceux qui disent en fait que toute cette histoire, en fait, les Israéliens ont été derrière aussi parce qu'ils voulaient aller vers les États-Unis et c'était très bien pour eux de faire cette question. Il y a tellement c'est pour ça que je dis, il y a tellement de nuances et tellement des histoires. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. Il y a plein de choses autour. Mais l'amiral Bloch m'a raconté, il est décédé récemment, il m'a raconté en fait qu'il a appelé Pompidou. Il y avait beaucoup de têtes à la marine qui sont tombées, lui apparemment non. Amiral Mokalimon était prononcé persona non grata, il devait quitter la France. Et Amiral Bloch a appelé Pompidou pour lui dire que lui, il va accompagner Mokalimon jusqu'à l'avion en uniforme. Et il a fait en fait. Et voilà, et c'est là que... Alors... Le général Boissy m'a dit que c'était un bon coup, mais rien d'autre. Mais bien évidemment qu'une chose pareille ne pouvait pas se faire si Mokalimon n'avait pas des liens avec la marine, des complices, etc. Et après ça, c'est clair qu'il y avait beaucoup de têtes qui ont tombé, il y avait beaucoup des histoires autour. Comme j'ai dit tout à l'heure, Pompidou était très très furieux, il n'était pas le seul, c'était très complexe. Vous avez... On va conclure peut-être avec ça. Vous avez mentionné rapidement qu'Israël a sauvé la tête du général de Gaulle. Alors, c'est important quand même, parce que c'est pas connu. L'histoire est que, par hasard, le service israélien, service secret israélien, ont appris que le général, il y aura un attentat contre le général de Gaulle. Et ils ont prévenu, en fait, par Ouzine Narkis, que j'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il était ami d'Alain de Boissier, le gendre de Gaulle. Ils ont prévenu de Gaulle de ce projet d'attentat qui était évité, en fait, par... Alors, en fait, les Israéliens ont sauvé aussi la vie du général de Gaulle. Ça, c'est avant la guerre des 6 jours. C'est une décision de Ben Gurion. Peut-être, si c'est une décision de Ben Gurion, écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y avait vraiment des amitiés, des échanges. Cela veut dire que Narkis, il reçoit tellement de cette information-là. Alain de Boissier, son ami, il y avait on avait la porte ouverte, entre guillemets, d'arriver jusqu'à De Gaulle et lui donner ça. Et peut-être qu'on attendait à quelque chose. Cette histoire-là aussi, c'est pas sûr. Ouais, elle n'est pas très claire non plus. Mais on dit que nous, on a sauvé la vie de général De Gaulle. Apparemment, il ne s'est pas sauvé. Est-ce que ça n'a pas eu beaucoup d'influence ou d'impact? Mais après... Comme je dis, le général de Gaulle, pour lui, la priorité, c'était les intérêts de la France. Et la France était en première. Et de là, tout est parti, à mon avis.